Monsieur le ministre, quelles sont les dispositions que vous avez fait prendre pour organiser le système sanitaire vietnamien en face des attaques américaines contre la RDVN? Je dois vous dire, monsieur, que vraiment l'agression aérienne américaine contre la République démocratique du Vietnam ne nous a pas pris tout à fait au dépourvu. Grâce à notre organisation médicale qui s'étend jusqu'aux coopératives agricoles de village, on peut dire que vraiment nos blessés ont pu être soignés à temps et presque sur place même. Ça suppose donc pour vous une mise en place d'un système sanitaire à l'échelon le plus bas, c'est-à-dire dans la moindre campagne, vous devez avoir des médecins et des équipes d'urgence pour toutes les interventions. Chaque village a son infirmerie, c'est-à-dire poste de secours. Et on traite dans les villages les choqués. Parce que vous savez, dans les blessures de guerre, dans les traumatismes de guerre, le soin le plus urgent que réclame le blessé, c'est le traitement du choc. Et nous avons étudié le traitement du choc pour le mettre à la portée du médecin de village. Le problème qui se pose pour nous, c'est de chercher un traitement simple et efficace en même temps. Et en partant des données scientifiques actuelles, en mettant à la portée de nos postes de village des médicaments traditionnels associés au sérum glucosé Perros, nous avons pu ainsi résoudre ce problème qui était vraiment un problème angoissant. C'est-à-dire que vous mettez en application la médecine traditionnelle avec la médecine classique. Oui, chez nous c'est devenu une tradition. L'alliance de la médecine classique, moderne, et de la médecine traditionnelle. Je ne dis pas que la médecine traditionnelle nous permettra de résoudre tous les problèmes, non, loin de là. Mais la médecine traditionnelle nous permet de résoudre certains problèmes que la médecine moderne scientifique ne peut pas résoudre à l'heure actuelle pour nos organisations de village. Par exemple, je prends l'exemple du traitement des chocs, par la transfusion de sang, par exemple. Dans nos villages, on n'a pas d'appareil de transfusion sanguine, on n'a pas de donneur à la disposition, on n'est pas outillé pour cela. Alors c'est pour cela que nous sommes obligés de nous appuyer sur l'expérience de la médecine traditionnelle pour chercher des remèdes qui, associés aux injections ou bien à la prise de sérum glucosé Perros, qui nous permettent de résoudre ce problème. Et nous sommes arrivés à le faire. Pour prendre un autre exemple, les brûlures par le napalm ou les brûlures par le phosphore sont des choses qu'on rencontre presque journellement chez nous avec ces bombardements américains. Il fallait trouver un remède qui soit à la disposition non pas seulement de l'infirmier du village, du médecin du village, mais même du paysan. Que chaque famille de paysans puisse préparer elle-même ce médicament. Et nous l'avons trouvé grâce aux recettes de la médecine traditionnelle. Et prenons un autre exemple encore. La lutte contre les infections, dues aux inflammations, dues aux blessures par exemple. Certaines plantes médicinales de notre pays nous donnent des résultats supérieurs à certains antibiotiques classiques. Par exemple, pour les staphylococci cutanés, là où échouent la plupart des antibiotiques classiques, mais grâce aux plantes du pays, nous sommes arrivés à guérir cela. Et sur le plan chirurgical, pour les grands blessés? Dans les hôpitaux de district, on opère les urgences chirurgicales et obstétricales les plus courantes. Transporter très peu de malades pour les hôpitaux de ville ou même les hôpitaux d'Hanoï. Vous voyez, depuis les grands bombardements aériens, Hanoï a reçu très peu de malades qui viennent des provinces. Ça prouve que les provinces ont résolu sur place toutes les questions. Et même à l'heure actuelle, depuis plusieurs mois, depuis l'intensification des bombardements par les Américains, nos chirurgiens de district, ils viennent jusque dans les villages pour opérer les malades. Ça évite le transport des blessés, qui s'avère souvent difficile. Mais est-ce que dans chaque village, vous avez un bloc opératoire suffisamment équipé? On ne peut pas dire un bloc opératoire comme on l'entend en Europe, mais il suffit d'avoir une salle d'opération aseptique, dans le sens commun du mot, dans le sens qu'on donnait en Europe il y a 30 ans. Mais est-ce qu'à l'échelon de ces villages, si les bombardements, par exemple, coupent l'électricité, détruisent l'essentiel des installations, est-ce que les médecins sont quand même capables de faire face à toute éventualité? Est-ce que les chirurgiens sont quand même en mesure de continuer leur travail? Évidemment, là, on ne peut pas avoir des scientifiques modernes. Ce que nous demandons, c'est assez d'éclairage pour les opérations. Et ce sont les dynamos des bicyclettes qui peuvent donner cet éclairage, dont se contentent beaucoup de chirurgiens. En gros, quels sont les progrès qui ont été effectués
par votre pays depuis que vous avez eu à prendre en main la direction sanitaire? Au départ, par exemple, combien y avait-il de médecins, soignants, traitants et combien de chirurgiens au Vietnam? Je ne vous citerai pas le chiffre, car ce serait une humiliation. Il y avait un médecin pour 150 000 habitants. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons un médecin pour 12 000 habitants. Et seulement ce chiffre ne dit pas grand-chose. Hein? Si, il est quand même assez éloquent. Et tous ces médecins ont été formés ici même au Vietnam? Ces médecins ont été formés au Vietnam même. Hein? Quelques-uns d'entre eux sont allés en Union soviétique et dans les pays socialistes pour se perfectionner simplement. Hein? Mais ils font leur doctorat ici. Et pour vous citer quelques résultats en chiffres, il y a 10 ans chez nous, la mortalité générale était de l'ordre de 20 pour 1000. Et en 1964, il est descendu à 6 pour 1000. Hein, un des taux les plus bas du monde. Et la mortalité périnatale, qui était de l'ordre de 300 pour 1000 il y a 10 ans, est descendue à 28 pour 1000. Ce qui explique un accroissement formidable de la population chez nous. Peut-être le taux d'accroissement de la population chez nous est un des plus élevés du globe aussi, 34 pour 1000. Et ça nous pose des problèmes, vous savez. Oui, je suppose que vous devez être inquiet. Une progression démographique imposante et pour vous certainement un problème grave, important. C'est un problème qui s'est posé pour notre médecine. Il faut chercher à tout prix une méthode qui permette d'abaisser la natalité. Et dans cette voie de recherche, la médecine traditionnelle nous offre aussi son expérience. Encore là? Encore là. Hein. Par exemple? Par exemple, nous sommes en train d'étudier des médicaments anticonceptionnels issus de la médecine traditionnelle. Hein. Avec des plantes, vous pensez pouvoir réaliser le planning familial? Avec des plantes aussi. Nous sommes en train d'étudier au laboratoire et les premières expériences des laboratoires sont assez encourageantes. Mais quels sont les premiers indices qui vous ont permis d'orienter les recherches de laboratoire sur cette médecine traditionnelle de plantes par rapport à l'anticonception? C'est l'expérience de nos minorités nationales. Hein. La plupart des habitants de nos minorités nationales ont cette expérience depuis des milliers et des milliers d'années. Et nous sommes en train de vérifier cette expérience clinique hein, sur des animaux de laboratoire. C'est-à-dire qu'en prenant une potion à base de plantes, vous pensez pouvoir empêcher la conception? On le dit, hein, nous cherchons à le contrôler. Oui. Mais ne craignez-vous pas, en supposant que cette médication soit efficace, de conduire les femmes à une stérilité totale? On nous dit que non. Ouais, et nous sommes en train de vérifier aussi. Ouais. Monsieur le ministre, vos services sanitaires ont dû avoir à s'occuper de certains pilotes américains tombés sur le territoire du Vietnam et qui ont dû être transportés dans les hôpitaux. Est-ce que ces blessés américains sont traités par vos services d'une manière normale ou s'ils sont envoyés dans des services militaires? Nous considérons